C'était le jour de grand oral aujourd'hui, je le disais, puisque l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France, Région de France recevaient les candidats à la présidentielle pour un grand oral consacré aux collectivités locales, à la décentralisation, à l'articulation des relations entre l'État et les élus locaux et les collectivités. Source de beaucoup de malentendus, de quiproquos, voire de tensions depuis le dernier quinquennat. On revient sur ces relations un peu tendues, comme nous le résume Nicolas Fleury. C'est un absent qui joue gros. Emmanuel Macron n'a pas fait le déplacement face aux élus locaux aujourd'hui. Les candidats qui ont décidé de venir ont eu raison. Vous en déduirez que les autres ont eu tort. Réaction amère du représentant des maires de France, à l'image des tensions qui ont longtemps opposé le président et les édiles. En 2017, déjà avant même son élection, Emmanuel Macron est accueilli par les huées. Alors, je fais partie des décideurs politiques qui refusent de faire siffler ses opposants en meeting. Je ne viens pas devant les maires de France pour me faire siffler. La raison, la suppression annoncée dans son programme de la taxe d'habitation, principale ressource des communes. Une des premières mesures qu'il a appliquées. Ça devient trop difficile. On a l'impression que notre fonction n'est pas reconnue à sa hauteur par les services de l'État. On ne pourra pas continuer comme ça. Crédit annulé, autonomie limitée, certains maires se sentent dépossédés de leur pouvoir. Mais avec le mouvement des Gilets jaunes, impossible pour le président de se passer de ses élus, les plus populaires, les plus proches des Français. Alors, il leur réserve une place centrale dans son grand débat national. Puis à l'approche de la présidentielle, il tente de reconquérir les édiles. Je veux ici vous dire non seulement la reconnaissance de la nation, mais vous dire l'engagement de la nation tout entière à vos côtés. Des communes aux régions, ce matin, les collectivités demandent à peser davantage. La République, pour qu'elle soit solide, elle doit avoir des fondations solides. Et les fondations solides, c'est reconnaître les territoires et c'est faire en sorte qu'à travers la décentralisation, le pouvoir local, chacun puisse se sentir reconnu. Les collectivités appellent à des réformes plus profondes. Comment mieux défendre les libertés locales? Faut-il aller plus loin dans la décentralisation? Quels sont le bon niveau des relations État-collectivité? Est-ce qu'elles sont forcément conflictuelles ou est-ce qu'elles peuvent être conçues comme un partenariat? On en parle ce soir avec Martial Foucault. Vous êtes professeur des universités à Sciences Po, directeur du CEVIPOF et auteur notamment de Mères au bord de la crise de nerfs aux éditions de l'Aube. J'accueille aussi à vos côtés Françoise Gatel, sénatrice centriste d'Ille-et-Vilaine et présidente de la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Mathieu Darnaud, bonjour, sénateur LR de l'Ardèche et co-rapporteur d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, du fameux projet de loi qui avait un nom absolument délirant, le projet de loi. Sur la décentralisation, la déconcentration et la différenciation. Oui, mais qui était le 3DS. 3DS, voilà. Et puis j'accueille aussi par écran interposé Éric Kerrouche, sénateur socialiste des Landes et co-auteur d'un livre à paraître, La décentralisation pour, contre ou avec l'État, apparaître le 22 mars, je le disais, aux éditions de la Documentation française. Pour commencer ce débat, Martial Foucault, est-ce qu'il y a encore des fractures nettes dans le paysage politique français sur la question des collectivités locales? Ah oui, je dirais même qu'elles n'ont jamais été aussi importantes. Pour moi, le point de référence, c'est tout le débat des années 80, au moment, d'ailleurs, année 2022, on va célébrer les 40 ans des lois de décentralisation. Et à l'époque, c'est vrai que le débat opposait les Jacobins aux Girondins. Hein. Et ce clivage, finalement, n'est pas totalement épuisé aujourd'hui, mais il s'est transformé. En raison principalement du chamboulement du paysage politique. C'est-à-dire que les positions, on a connu le communisme municipal, on a connu le socialisme municipal, et puis on voyait que les grandes collectivités locales étaient massivement gérées par la droite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans je disais, transformation du paysage politique? C'est qu'il y a une forme de cohabitation verticale qui se met en place. C'est-à-dire qu'au plan national, on a l'émergence de formations ou de mouvements politiques nouvelles. Quand je dis nouvelles, qui ne sont pas rattachées au parti de gouvernement de la Ve République. Et puis au plan local, après les élections municipales et départementales et régionales de 2021, on voit que les familles politiques traditionnelles sont installées au plan local. Alors on a le plan local
Ce n'est ni girondin ni jacobin, ce sont les partis traditionnels, et puis au plan national, des formes nouvelles qui apparaissent. Et ça transforme totalement la relation, et notamment pour les élus locaux et les maires, cette difficulté à comprendre si aujourd'hui ils doivent prendre quelle position vis-à-vis des pouvoirs nationaux ou des pouvoirs locaux, auxquels ils sont plus familiers que l'émergence de nouvelles formations. Et quand je dis nouvelles formations, le parti du président de la République, qui a toutes les peines du monde à pouvoir s'installer au plan local, ou bien c'est la même chose pour Marine Le Pen aux dernières élections locales. Ou la France Insoumise d'une certaine façon. Aussi. Et Éric Kerrouche, on vient de parler, Martial Foucault vient d'employer le terme de jacobin et de girondin. On a l'impression que plus personne se réclame du jacobinisme aujourd'hui, plus personne ne revendique le fait d'être un centralisateur. Si, il y a encore des centralisateurs en France, par exemple Emmanuel Macron. Je n'ai pas vu pendant ce quinquennat qu'il avait été décentralisateur. Il y a des faits, vous l'avez rappelé, il a été malgré lui. Oui, voilà, dans les faits ou dans le discours. Dans le discours, plus personne n'ose dire « je suis un centralisateur ». Oui, mais c'est pas le discours qui compte, ce sont les actes. Et dans les actes, en fait, on voit bien que nous n'avons pas été dans une période de décentralisation ou de reconnaissance forte des libertés locales. D'ailleurs, les différents textes qui ont été des textes territoriaux pendant ce quinquennat sont des lois qui sont inégalement importantes, mais qui, d'une certaine façon, ne portent pas les mêmes ambitions que celles que l'on a connues en 1982, en 1992 et dans les années 2000. Françoise Gatel, parmi les candidats présents aujourd'hui dans cette grande journée de grand oral, il y a ceux qui ont été élus et les autres, ceux qui ne l'ont pas forcément été. Ça, on peut regarder d'ailleurs, on a une infographie où on résume un peu ceux qui ont été élus locaux et ceux qui ne l'ont pas été. Ça change quoi? Voilà, si on regarde. Voilà, ceux qui n'ont pas une expérience d'élu local, Yannick Jadot, Emmanuel Macron, Éric Zemmour et tous les autres ont une expérience d'élu local, quels que soient les mandats. Ça change quoi, au fond, d'avoir été élu local? Ça change la connaissance du sujet. Je pense que quand on a été élu local, on est hanté par une obligation de réussir. C'est-à-dire, pour les habitants que vous voyez, parce qu'ils sont le président d'Archilde à Porty-Langan, il faut que ça marche. Donc vous pouvez avoir une doctrine, mais en même temps, vous savez que la France, elle est forte de sa diversité. Vous savez qu'il y a une obligation de résultat. Donc vous parlez d'un sujet que vous connaissez. Quand vous n'avez pas été élu local, c'est un peu comme un ingénieur peut-être qui n'a jamais fait de mécanique. Alors qu'on sait bien que l'action publique, elle se fabrique, c'est du sur-mesure très souvent. Donc un candidat qui a été élu local, quand il parle aux élus locaux, je vous parle d'un pays que je connais bien. Voilà. Quand vous n'avez pas été élu local, parfois, moi j'entendais dans la salle tout à l'heure des maires qui disaient oui, alors c'est très bien le propos, mais alors moi je peux dire que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie aussi parfois de la part de certains partis dont les candidats viennent faire des grandes déclarations enflammées d'amour aux élus locaux, alors qu'eux-mêmes, à la tête de leur parti, se targuent parfois d'enjamber des scrutins locaux, comme si ça ne les intéressait pas, comme si, au fond, il n'y a que la présidentielle qui les intéressait. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu Darnaud ? Moi, je pense que c'est un sujet qui mérite qu'on s'arrête dessus, et je veux reprendre les propos qui ont été ceux de David Lisnard aujourd'hui. On ne parle pas d'un sujet technique, on parle d'un sujet éminemment politique. Parce qu'en réalité, et c'est regrettable que certains candidats ou partis enjambent ce sujet, parce qu'il est au cœur de toutes les difficultés, de tous les maux de notre société. Les élus locaux, depuis maintenant 5 ans, ont dû faire face à cette crise des Gilets jaunes. Ils ont été en première ligne parce qu'ils connaissent plus que quiconque, notamment les sujets de la ruralité. Ils ont été en première ligne sur la crise sanitaire, quand il a fallu traiter des protocoles scolaires, de l'acheminement des masques, quand il a fallu mettre en place des centres de vaccination. Et là, aujourd'hui encore, sur la scène et l'actualité internationale, ce sont eux qui, aux côtés de l'État, assurent l'accueil des réfugiés. Donc on parle d'un sujet qui touche le quotidien de nos concitoyens. Et je ne conçois pas
qu'un projet présidentiel puisse faire abstraction de ce sujet qui est pour moi le sujet d'avenir parce que, ça a été dit, oui, aujourd'hui, il existe une approche jacobine. C'est à mon sens celle du président de la République et puis des volontés plus girondines, en tout cas qui basent une partie de leur projet, de leur vision politique sur l'action dans les territoires. Pour une raison qui est toute simple, c'est qu'on voit que là où les sujets ont du mal à accoucher au niveau national, il y a une intelligence, une agilité collective qui dépasse très souvent les partis politiques sur les territoires. Et on arrive à faire là où on a du mal à avancer parfois au niveau national. Et ça, je pense que c'est essentiel parce que c'est aussi une raison d'espérer pour nos concitoyens. Alors vous venez nous dire que... Oui, juste la crise sanitaire a montré aussi un paradoxe. C'est-à-dire que les maires disent toujours non mais laissez-nous faire et puis on sait bien faire tout seul. Et ils n'ont eu de cesse de demander de l'aide auprès de l'État dit centralisé et centralisateur. Donc il y a toujours ce paradoxe aussi. Est-ce que c'est pas une litanie finalement que mais je crois que alors attention à ce que enfin moi les maires ne demandent pas à agir seuls. Les maires ce qu'ils veulent c'est que face à une décentralisation assumée, il y ait une déconcentration assumée. Et ce qu'on a défendu dans la loi 3D, c'est justement que face à cet esprit décentralisateur, il y ait la volonté d'inscrire l'État au plus proche des territoires, c'est-à-dire l'État territorial. Oui. C'est le préfet, ce sont celles et ceux qui agissent en proximité. Et trop souvent, on se heurte à un État centralisé qui a du mal à se réformer, qui a du mal à faire confiance tout simplement au territoire. Alors on va y venir dans le détail. Est-ce que je peux dire un tout petit mot? Je ne partage pas tout à fait votre analyse là-dessus. Je me rappelle, comme chacun de nous, de ce dimanche de juin 2020, à 18h, le président de la République vient à la télévision, il explique que tous les enfants de France doivent retourner à l'école. Très bonne idée. Sauf que lui, il termine son propos, il rentre à l'Élysée. Et qu'est-ce qui se passe derrière? C'est l'armée des élus locaux, les maires, les conseillers départementaux et régionaux, qui mettent en place toute une organisation très compliquée. Et l'éducation nationale un petit peu. Et l'éducation nationale, mais pour la gestion des cantines, la gestion de l'accueil périscolaire, parce que les parents, ils ont besoin d'être sécurisés, de savoir s'il va y avoir de l'école et qui ils appellent. Ils appellent le maire, le président de département. Et qu'en même temps, la santé, c'est quand même une compétence régalienne. Et sur les protocoles sanitaires, il fallait bien qu'il y ait une règle qui soit édictée. Donc je trouve que c'est l'exemple même d'un partenariat plutôt intelligent où les élus, ils ont été extrêmement responsables et très innovateurs même. Vous disiez tout à l'heure à quel point ça vous paraissait impensable ou improbable ou aberrant que ce ne soit pas dans un projet présidentiel. On va justement faire le point sur ce que proposent les candidats sur le sujet en accueillant Marion Vigreux. Marion qui a suivi ces grands oraux pour nous. Qu'est-ce qu'il en ressort, Marion? Alors, c'est Fabien Roussel qui s'est exprimé en premier. Et parmi les promesses du candidat communiste, eh bien, on a le fait de réinstaller des services publics dans chaque commune, comme des trésoreries municipales, des permanences de la sécurité sociale, de la CAF, de la Poste, mais aussi des guichets bancaires et des distributeurs automatiques de billets dans les villages. Pour Fabien Roussel, les communes sont asphyxiées et il souhaite leur rendre, sur 15 ans, les 15 milliards d'euros pris sous le mandat Hollande. Rééquilibrer les territoires, casser les logiques des grandes métropoles, c'est aussi ce que souhaite Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national veut également redonner du pouvoir aux maires, comme le droit d'urbanisme, et mettre fin à l'incompatibilité entre un mandat national et un mandat de maire pour les communes de moins de 30 000 habitants. Et surtout, parmi ces mesures phares, il y a la suppression des ARS, les agences régionales de santé, qui n'ont pas démontré leur efficacité et qui ont même démontré, je cite, qu'elles étaient parfois un obstacle à des solutions trouvées sur le terrain. Anne Hidalgo, elle, a commencé par une forme de réquisitoire sur le bilan Macron. Effectivement, la candidate socialiste a déploré cette politique centralisatrice qui a largement entravé la créativité des territoires. Parmi ses propositions, redonner donc de l'autonomie financière et fiscale aux communes, déployer par exemple des bornes électriques, suspendre les fermetures d'écoles dans les zones rurales, mais aussi mettre fin aux déserts médicaux avec notamment cette proposition que je vous propose d'écouter. J'ai une proposition qui consiste à utiliser la réforme des études de médecine et notamment de la 4e année d'internat pour que ce soit une année de professionnalisation où l'on puisse envoyer les jeunes médecins en cours de professionnalisation dans les déserts médicaux. Et Valérie Pécresse? Alors Valérie Pécresse, justement, elle veut mettre en place le plus puissant programme de décentralisation du pays. Le temps des libertés locales est venu, a-t-elle déclaré. Les régions doivent redevenir des acteurs stratégiques, mais aussi les maires. Et elle propose également un choc de simplification. Écoutez-la.
Un objectif très simple, diviser par 2 le temps de toutes les procédures administratives. Et je veux donner la possibilité aux collectivités territoriales d'adapter les règlements nationaux, j'y reviendrai, en fonction des réalités locales. Plus de compétences, plus d'autonomie, c'est aussi ce que propose Yannick Jadot. Oui, le candidat Europe Écologie Les Verts souhaite mettre en place une grande politique d'aménagement du territoire avec plus d'investissements dans le ferroviaire, une refonte du modèle agricole, mais aussi une refonte de la politique des marchés publics. Je cite le candidat, ce n'est pas au préfet ou au sous-préfet de dire quel projet économique ou d'infrastructure doit se développer. Enfin, Jean-Luc Mélenchon a rappelé son attachement à la commune. C'est là que tout se joue, la naissance de la citoyenneté, mais aussi la préoccupation écologique. Il a aussi évoqué à la santé, lui qui a dénoncé les ARS et la politique de marchandisation des hôpitaux. Et il propose notamment de salarier les médecins pour résoudre ce gros problème des déserts médicaux. Eh bien, merci Marion et bravo pour ce résumé des propositions de tous les candidats. Tous? Non, parce qu'il y avait des absents. Alors des absents, est-ce qu'ils ont toujours tort? Forcément. Il y en avait en tout cas qui n'était pas là, c'est Éric Zemmour, par exemple, qui pourtant multiplie les déclarations à l'attention des territoires qu'il estime oubliés. On l'écoute. Nos élites politiques ont négligé ces territoires. Dans leur esprit, vous étiez fort encombrants dans la longue marche vers la métropolisation. Vous n'étiez pas assez intéressant pour la mondialisation. Vous n'étiez pas aussi branché, vous n'étiez pas aussi sympathique que les habitants des banlieues. C'était à Châteaudun le 7 janvier dernier. Martial Foucault, il est centralisateur ou décentralisateur, Éric Zemmour, de ce que vous avez pu entendre de ses discours? Moi, je dirais que comme d'autres candidats, il n'a probablement pas cette culture politique de la décentralisation. Et je crois que d'une certaine manière, il est un peu à l'unisson d'une partie du pays. Je me souviens d'une enquête qu'on avait menée en juillet 2021. On interrogeait plus de 10 000 Français. Moi, j'étais frappé d'observer que à la fois les Français ont une très mauvaise connaissance de ce qu'implique la décentralisation, cette culture politique. Je crois que le terme de responsabilité politique a été utilisé à plusieurs reprises pendant cette journée. Le sénateur Darnaud l'évoquait à l'instant, et c'est très important. Ce sujet est éminemment politique. Il a une dimension technique, mais il est éminemment politique. Donc Éric Zemmour n'a pas véritablement cette culture de la décentralisation. En revanche, je trouve que l'emploi du terme de territoire, depuis 5 ans, est devenu effectivement une sorte de novlangue chez beaucoup de responsables politiques, sans savoir exactement ce qui s'y passe, quels sont les verrous aujourd'hui. Ça fait à la fois terrain et terroir, on mélange un peu tout. Oui, sans avoir... D'ailleurs, parfois, on emploie le terme d'aménagement du territoire. On se rappelle des grands travaux de la DATAR des années 70, années 80, en pensant que l'aménagement va résoudre tous les problèmes. En fait, quand on parle de décentralisation, pour moi, c'est éminemment politique pour 2 raisons très simples. La première, ça a été évoqué effectivement par Jean-Luc Mélenchon, sans qu'il développe son propos, mais quand on retire des ressources, la capacité des collectivités territoriales à prélever un impôt, fin de la taxe professionnelle, fin de la taxe d'habitation, on met à mal le modèle de citoyenneté. Le consentement à l'impôt produit de la citoyenneté. Et donc quand on retire au niveau local cet élément, je pense qu'on détruit le modèle de citoyenneté. Et puis il y a une deuxième raison, c'est la question. Aujourd'hui, dans ce moment où la démocratie représentative est plutôt abîmée, retirer des éléments de responsabilité, on veut juger l'action publique locale. Les maires ne demandent pas mieux que de pouvoir agir et d'être évalués sur leur réalisation. Et ne pas être dans une confusion entre ce qu'ils ne peuvent pas faire et ils sont évalués sur cela, et ce qu'ils font, mais qui semble être invisible pour les citoyens. Donc, une culture de décentralisation, c'est remettre tout cela à plat et aller, réparer ce modèle démocratique qui demande de la décentralisation. Et Éric Kerrouche, est-ce que c'est une affaire de gros sous, la décentralisation? Parce qu'au fond, s'il n'y a pas de moyens, c'est difficile de transférer des compétences ou donner de l'autonomie. C'est aussi une affaire d'argent, mais ce n'est pas qu'une affaire d'argent. La vraie difficulté, c'est que la décentralisation est inversement connue par rapport à l'importance qu'elle a dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les services dont on se sert localement sont très importants pour la plupart des Français, mais on ne sait pas forcément les rattacher à tel ou tel niveau de gouvernance, et d'ailleurs ça les intéresse relativement peu. Maintenant, une fois passé ce niveau de méconnaissance,
on a deux difficultés pour revenir directement à celles que vous indiquez. La première, c'est que si on a été très loin dans la décentralisation, comme l'a dit tout à l'heure Mathieu Darnaud, d'une certaine façon, l'État, lui, ne sait pas où il va. C'est-à-dire que l'État n'a plus de boussole territoriale alors que les collectivités ont évolué. Et que, en outre, pour mener des politiques publiques, il faut effectivement des moyens et on a l'impression dans le temps qu'il y a un appauvrissement des capacités d'action des collectivités. Alors même, et c'est le paradoxe, que les Français, notamment avec la diffusion importante dans le territoire, par exemple suite au Covid, alors que les Français attendent de plus en plus de services locaux. Donc on va restreindre les capacités d'action des collectivités parce qu'elles auront moins de moyens, alors même que le niveau de service attendu par les citoyens dans la plupart des communes est de plus en plus important. Et je ne sais pas comment on va résoudre ce paradoxe. Alors, on va y venir. J'ai parlé d'un absent, il faut que je parle de l'autre, parce qu'il y avait un autre absent de marque, c'est Emmanuel Macron. Laetitia Krupa, le président candidat n'était pas candidat sur ce coup. Ah bah non, est-ce que vous savez pourquoi il n'est pas venu déjà ? Première question. Non. Non. Alors j'ai fait une toute petite enquête, rapide, elle n'est pas difficile cette enquête, je vais vous donner la réponse de l'Élysée, de ses proches, de son équipe de campagne. Réponse, il ne fait pas d'audition. Voilà, ça tient en une phrase. Donc il ne participe pas à un grand oral. Aucune audition. Donc par exemple, devant la CFDT, il a envoyé Richard Ferrand. Donc soit les organisateurs acceptent le représentant d'Emmanuel Macron, sinon tant pis. Voilà, c'est la réponse. Et quand je continue en disant « d'accord, mais pourquoi ?», on me répond « parce que son agenda de président est contraint ». Donc toujours le même message. Finalement, Emmanuel Macron, président français, pris à 100% quasiment par la guerre en Ukraine. Et en plus, c'est un candidat qui verrouille tout. Mathieu, vous l'avez vu, il choisit dans quels médias il va, il choisit quelles seront les conditions. On l'a vu hier soir sur TF1. Et il fait surtout son propre média et son propre récit de la campagne. Il fait sa web-série tous les vendredis soirs, il poste des vidéos en veux-tu, en voilà, quasiment de façon quotidienne, et il impose toutes ses règles, et tout le monde pour l'instant les accepte. Hier, ils ne se sont pas croisés, pas de photos de groupe, et donc il ne se rendra personnellement à aucune audition. Parce qu'il pense que c'est gagné d'avance, parce qu'il pense que c'est joué, qu'il n'y a que des coups à prendre. Attention Mathieu, n'y allez pas, là vous allez trop fort, parce que la réponse qui est faite et qui a été fabriquée, c'est on est hyper mobilisé car rien n'est joué. Il suffit juste d'écouter ce matin, je ne sais pas si vous l'avez entendu, Julien Denormandie, qui est un très proche d'Emmanuel Macron. La question était, est-ce qu'Emmanuel Macron refuse de débattre parce qu'il sait que le match est plié ? Écoutez la réponse. Le candidat qui est candidat dès qu'il le peut, c'est-à-dire que dès que ses obligations de président, et c'est-à-dire cette protection absolue des Français ne lui impose pas de rester président, le candidat, il s'est déjà démultiplié la semaine dernière, il va continuer à se démultiplier cette semaine pour aller à la rencontre des Français, pour présenter son projet, pour débattre avec les journalistes et avec les Français. Vous avez un candidat, dès qu'il le peut, qui est mobilisé et qui veut présenter ce projet. C'est quoi l'avenir de notre pays ? C'est quoi ces grands chantiers sur l'éducation, la santé ? C'est quoi ce pacte européen ? Comment projetons-nous tous ensemble, de manière unie, notre pays dans les 5 prochaines années ? Comme on dit, ça fait beaucoup de mots pour dire la même chose. Comme on dit familièrement, il mouline, c'est pas évident, on sent. Et encore, on a été très sympathique parce qu'on a coupé sa grande hésitation du début quand il prend la parole, et on sent vraiment qu'il est ennuyé pour répondre. Et ça va durer 3 semaines encore. Donc, parce qu'il peut tenir comme ça jusqu'au premier tour. Écoutez, rien n'oblige Emmanuel Macron légalement à se rendre à un rendez-vous ou à débattre avec ses concurrents, ni constitutionnellement. Donc il y a simplement un risque d'image, me semble-t-il. Emmanuel Macron pourrait apparaître comme un homme qui manque de courage et qui méprise ses adversaires et le débat démocratique. Même si plusieurs de ses prédécesseurs ne se livraient pas non plus forcément. C'est sa grande excuse. Non, il faut juste le préciser, c'est pas forcément une excuse, parce que lui se targuait d'inventer un nouveau monde et une nouvelle façon de faire de la politique. Françoise Gatel, vous le soutenez, Emmanuel Macron ? J'ai dit que je soutenais Emmanuel Macron. Il a eu tort de ne pas venir aujourd'hui ? Je pense. Alors moi, je n'ai rien perdu de ma liberté. J'ai expliqué pourquoi je soutenais Emmanuel Macron. Ce n'est pas un soutien individuel, c'est un soutien alors territorial en l'occurrence, parce que nous sommes 7 élus bretons, où en Terre-Bretagne, il y a une culture centriste très forte. Bon, et que nous avons
quelques difficultés, non pas avec la candidate Valérie Pécresse, qui est quelqu'un de très bien, moi je n'ai pas d'état d'âme là-dessus, mais sur des orientations qui sont prises, ou en Bretagne, c'est un peu compliqué. Donc nous avons décidé, en plus face à la situation qui est extrêmement grave, de faire ce soutien. Donc moi j'assume, mais je n'ai rien perdu de mes convictions territoriales. Et je suis toujours très à l'aise pour défendre ce qu'on a défendu avec Mathieu Darnaud. Et je pense que tous les candidats auraient dû venir aujourd'hui. D'ailleurs, ça a été souligné par plusieurs d'entre eux, y compris et surtout ceux qui ont été écartés de débat à TF1, qui ont dit qu'ils saluaient l'initiative des associations d'élus d'un vrai débat démocratique où tout le monde pouvait être là et était entendu dans les mêmes conditions. Alors Emmanuel Macron, il a laissé entendre que s'il était réélu, il voulait gouverner autrement, un peu sur le modèle des conventions citoyennes, un peu sur la méthode d'un grand débat permanent. Écoutez. Quand je parle d'unité, c'est que je veux aussi que notre projet, qui est au fond une volonté qui se construira autour de quelques axes forts, puisse reposer sur une méthode un peu nouvelle. Une méthode associant davantage nos compatriotes et les associant dans la durée, y compris le lendemain de l'élection, en leur donnant une place comme véritable acteur. Mathieu Darnaud, est-ce qu'il n'est pas en train de jouer les citoyens contre les élus locaux ? Écoutez, je crois que Emmanuel Macron a eu largement l'occasion de concerter, de consulter. Je me souviens des grands débats au moment de la crise des Gilets jaunes. Là, on réinvente un petit peu ce qui a déjà eu lieu tout au long de ce quinquennat. Je crois en réalité, singulièrement, sur la question des territoires et des collectivités, que ça restera l'angle mort de ces 5 années de gouvernement où on a eu du mal depuis le débat et le lancement de l'Agence nationale de cohésion des territoires au Sénat en 2017 jusqu'à aujourd'hui, à imprimer, à essayer justement d'incarner cet esprit décentralisateur, à se libérer peut-être de ces chaînes sur le plan de la déconcentration. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut revenir, Éric Kerrouche le disait tout à l'heure, aux actes. Les mots, c'est très bien, ça traduit une intention, mais aujourd'hui, nos élus, et croyez-moi, on en rencontre sur le terrain, dans nos départements respectifs, ils veulent des actes. Ils veulent à la fois un État qui est à leur côté, plus d'agilité, plus de réactivité. Et il y a quand même une donnée nouvelle, c'est celle de la différenciation territoriale. Parce que je crois qu'on ne peut plus attendre tout de la loi aujourd'hui et que nous sommes dans un temps où les problématiques qui se posent dans mon département de l'Ardèche, territoire de montagne, ne sont pas les mêmes que les problématiques de l'Ille-et-Vilaine ou des Landes chez Éric Kerrouche. Donc je crois que la loi est la même pour tous. Mais pourquoi j'appelais de mes voeux cet État territorial qui soit renforcé ? Parce que je me souviens, j'avais un enseignant qui me disait qu'on ne voyait bien qu'avec ses pieds. Et cet État territorial, ces préfets, ces sous-préfets, ce sont eux qui doivent permettre d'assouplir la loi, la norme, quand on est face problématiques très particulières, par exemple de construction sur les zones de montagne que je représente au Sénat, cette montagne ardéchoise, parce qu'aujourd'hui on ne peut plus construire 1 mètre carré avec la superposition d'une loi littorale, d'une loi montagne. Aujourd'hui, les élus sont perdus, ils ne comprennent plus. Donc cette différenciation, elle doit permettre d'assouplir et de régler des sujets qui finalement s'enquistent au fil du temps. Donc des faits, des actes et peut-être moins de paroles ou de volonté de réinventer une concertation. Martial Foucault, je refais quand même un petit point sur cette proposition d'Emmanuel Macron. Est-ce que démocratie citoyenne et démocratie locale, ou plutôt la démocratie des élus locaux, c'est concurrent ou c'est complémentaire pour vous, pour renouveler un peu la vie démocratique dans notre pays ? Disons que s'il fallait, à partir des propos d'Emmanuel Macron, prendre l'exemple de l'expérimentation, de la Convention citoyenne pour le climat, et dire l'engagement d'Emmanuel Macron sur un prochain quinquennat sera à l'image de ce qui est advenu en termes législatifs des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, je serais très inquiet pour ceux qui seraient tentés de croire à cette formule. D'accord. Alors, on sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ça peut marcher, la démocratie participative. Non, je pense qu'il y a un vrai sujet autour de cette idée qui consiste à dire qu'on a trouvé la pierre philosophale à tous les problèmes démocratiques. Il s'agit de mettre une couche de démocratie participative, une autre couche de démocratie consultative, et puis une autre couche de démocratie délibérative. Et comme ça, la démocratie représentative vivra bien. Je pense qu'on ne peut pas substituer à la démocratie représentative ces formes. Elles peuvent être complémentaires,
C'est vrai qu'il y a un sujet où on arrive peut-être à la fin d'un cycle de la démocratie électorale, c'est-à-dire le rendez-vous tous les 5 ans, 6 ans, où on convoque les citoyens et entre ces deux moments, il ne se passe plus rien. Mais je pense qu'il faut arrêter de penser que ces formes de démocratie complémentaires seraient la solution à tous les problèmes. Et d'ailleurs, on l'a bien vu pendant le grand débat, les réunions d'initiative locale. Moi, je voyageais avec mes étudiants, on observait ces scènes. Et finalement, le profil des participants était absolument pas à l'image de la société française, du corps social. Et puis deuxièmement, quand ces réunions se tiennent, prendre la parole en public, c'est pas l'affaire de tous. Ce n'est pas simple. Et c'est pas simplement prendre la parole pour manifester, exprimer une insatisfaction. Il s'agit d'argumenter, de contre-argumenter, de réviser ses propres croyances sur des sujets qui parfois sont réservé une forme de professionnel de la prise de parole et donc plutôt des militants, je crains que ça ne permette pas de retisser, réparer ce lien abîmé aujourd'hui entre les citoyens et leurs élus. Ça peut permettre aussi peut-être de résoudre la grosse problématique à laquelle sont confrontés les maires, c'est la défiance politique. Parce que moi, je veux bien que les maires à chaque fois se retournent vers l'État, vers le président, vers l'exécutif en disant mais enfin c'est votre faute, on n'est pas respecté, sauf qu'ils ont un problème sur le terrain avec leurs administrés. Il y a la violence, il y a les invectives, il y a parfois les incivilités, les agressions. Donc c'est un problème, ça pour le coup très concret de terrain qui n'est pas dû uniquement à l'exécutif et à l'État centralisateur. Alors je crois que Françoise Gatel voulait répondre, puis après je vais repasser la parole à Éric Kerrouche quand même sur les étapes à venir de la décentralisation. Je pense qu'on a beaucoup parlé de l'abstention et du désintérêt profond de nos concitoyens. D'abord parce que je pense qu'on a un manque de résultats. C'est-à-dire, si l'action publique elle n'est pas efficace, c'est-à-dire si le citoyen il trouve pas l'école, il trouve pas le médecin, il trouve que ça ne sert à rien d'aller voter, puisque les gens qu'il pourrait désigner pour faire les choses ne le font pas. Ensuite, sur la démocratie participative, je partage, c'est-à-dire on a l'impression de trouver effectivement, enfin moi je dis soit le Graal, soit la pierre philosophale. Sauf que ce qu'il faut entendre, c'est que aujourd'hui, il est nécessaire de faire ce qu'on appelle des diagnostics partagés avec nos concitoyens. Quand vous êtes maire et que vous allez construire un immeuble, puisqu'aujourd'hui on vous dit, vous faites de la rénovation urbaine, vous densifiez, vous faites un immeuble, vous ne pouvez plus décider tout seul avec votre conseil municipal. Il faut aller expliquer aux gens, il faut les faire venir, il faut qu'ils arpentent la ville de façon à ce que le citoyen qui a des années-lumière des problématiques, il comprenne les différentes questions qui se posent, ce qui fait qu'à un moment, la décision... C'est la tranche consultative dont parlait Marcel Foucault. Où on explique aux gens, c'est la pédagogie, mais à un moment, c'est la démocratie représentative qui prend la décision. Elle est mieux acceptée que si vous avez un peu expliqué le contexte. C'est comme l'éducation des enfants avec les citoyens. Éric Kerrouche, je voudrais qu'on revienne à la décentralisation parce que Mathieu Darnaud, on a déjà un peu dessiné les contours. Plus de différenciation, dit-il, lui, plus de droit à la différence, au fond, en fonction des territoires ou des collectivités locales. Pour vous, quels sont les points, quels sont les leviers qu'il faut faire avancer pour la décentralisation ? D'abord, je crois que, pour reprendre justement les propos de Mathieu Darnaud, il faut sortir de la vision dans laquelle... l'égalité de traitement et le fait de traiter tout le monde de la même façon est la solution. C'est exactement l'inverse. Paradoxalement, c'est la différenciation qui est la garantie de l'égalité entre les territoires. Parce que ne pas prendre en compte des disparités qui sont extrêmement marquées, c'est en fait nuire à tel ou tel territoire. Donc il y a cet aspect effectivement de prise en compte de la réalité. Après, sur la question, il y a d'autres questions dans la démocratie. Excusez-moi, c'est lapsus révélateur. Dans la décentralisation. Et c'est justement la question de la démocratie. Parce que la décentralisation est devenue quelque chose d'extrêmement technique. Il y a vraiment quelque chose à voir de très simple. Vous regardez le compte-rendu d'un conseil municipal au début du XXe siècle et vous regardez le compte-rendu du même conseil municipal maintenant. La technicité, elle est incroyable, elle rend les choses complètement incompréhensibles. Du coup, on risque d'avoir des élus qui sont des experts ou des professionnels de la profession, si j'ose dire. On a des élus, en tout cas, qui se technicisent parce qu'ils doivent s'adapter aussi au monde dans lequel ils vivent. Mais il n'y a pas que les élus, hein. C'est la société en général. Et donc la question de la démocratie, c'est simplement le fait que, en France, la démocratie locale
n'a pas été de pair avec la décentralisation. C'est-à-dire qu'on a privilégié les structures, mais pour autant, on a une démocratie qui est très forte en France, une démocratie de ce que j'appelle dans le livre avec Vincent Rouvel, une démocratie procédurale. C'est-à-dire qu'on fait plus attention à mettre en place des procédures de démocratie qu'à faire en sorte que celles-ci contribuent vraiment à la démocratisation du débat local. Et ça, c'est un problème. Je suis obligé de vous couper, Éric Kerrouche, parce qu'il nous reste une minute, mais merci beaucoup de ces lumières. Mathieu Darnaud, c'est un processus irréversible pour vous, la décentralisation ? Oui, parce que nos concitoyens appellent de leur vœu plus de proximité, tout simplement, et je crois que c'est aussi le sens de l'histoire, pour ces raisons qu'on vient d'évoquer, la différenciation. Et pardon de le dire, on était en droit d'attendre sur ce quinquennat un peu plus, j'allais dire, d'actes, notamment vis-à-vis de cette décentralisation, et on nous l'avait annoncé. Or aujourd'hui, pardon de prendre cette image, mais on a eu 2 entrées avec engagement et proximité, la loi 3DS, là où on attendait le plat de résistance avec un grand texte qui portait un souffle décentralisateur, pas un Big Bang, c'est-à-dire qu'il fallait pas réécrire toutes les règles du jeu, mais plus de décentralisation, en un mot, plus de confiance dans les élus locaux de la République. Marcel Foucault, c'est une préoccupation des Français au moment du vote ? Ah oui, fondamental. La question de la proximité, on le voit, c'est ça qui nourrit le lien de confiance. Donc, casser ce lien de proximité, c'est finalement construire un avenir extrêmement préoccupant sur la question de la démocratie locale. Et la démocratie locale, on est à un tournant parce que on voyait bien que les maires dans les années 70-80 n'avaient pas ce lien de confiance avec les Français. Les Français faisaient confiance à leurs députés. C'était la figure emblématique. Et aujourd'hui, ça s'est changé. Et donc, effectivement, c'est le moment d'engager des réformes sur le terrain de la décentralisation. Eh bien, on voit bien que ce n'est pas un sujet seulement technique, seulement administratif, mais bien politique au sens de la vie de la cité. Merci à tous les 4 d'avoir participé. Merci Marcel Foucault, merci Françoise Gatel, merci Mathieu Darnaud, merci Éric Kerrouche, puis Laetitia, à très bientôt. Merci à tous.